Maintenant, j'appelle Antoinette Lenormand-Romain à rejoindre l'estrade. Donc, Antoinette Lenormand-Romain est conservateur général du patrimoine, directrice générale de l'Institut national d'histoire de l'art, l'INHA. Docteur en histoire de l'art, elle est spécialiste de la sculpture du 19e et du début du 20e siècle, en particulier de Rodin. Elle a passé 17 ans comme conservateur des sculptures au musée d'Orsay, est ensuite allée au musée Rodin avant de rejoindre en 2006 avant de prendre en 2006 la direction de l'INHA. Commissaire de très nombreuses expositions, elle a notamment été commissaire de l'exposition fondatrice La sculpture française au 19e siècle en 1986 et jusqu'à, je tire un fil plus récemment, l'année dernière, être l'une des commissaires de l'exposition Rodin, l'accident aléatoire qui a eu lieu au musée d'art et d'histoire de Genève en 2014. Donc, en lien avec notre sujet, elle a été aussi commissaire générale de l'exposition Rodin et l'Italie, qui analysait justement, qui traitait par chapitre les admirations et sources italiennes de Rodin. Et aujourd'hui, elle nous propose une communication non sur Rodin et l'Italie, mais sur Rodin et les sculpteurs italiens, donc en élargissant le spectre de ses recherches. Merci Ophélie. Alors, d'abord, je devrais dire que cette communication, je la fais à la fois en mon nom et en celui de quelqu'un qui l'aurait fait en réalité beaucoup mieux que moi, mais qui malheureusement est professeur à Udine, qui est donc Flavio Fergonzi et qui a beaucoup travaillé sur ce sujet. Et je dois vous avouer que je me suis fortement inspirée de ses propres recherches qui ont été publiées d'abord en Italie, puis plus récemment dans le cadre du colloque qui a eu lieu ici même à Orsay, Histoire de l'art au XIXe siècle, bilan et perspective, colloque qui marquait les 20 ans, je crois, du musée d'Orsay. Voilà, donc je tiens à rétablir les choses. Alors, bon, je vous propose ensuite de vous plonger tout de suite dans le vif du sujet avec quelques images, et ça nous permettra d'ajouter à la liste des qualificatifs que le professeur Jarassé a tout à l'heure attribué à Wild, un nouveau qui est celui de rodiniste. Parce que lorsque vous regardez cette diapositive, bon, certes, il y a un clin d'œil, vous penserez peut-être que je me suis fait un peu plaisir d'une certaine façon, puisqu'on a le sentiment que Wild nous propose ce qui justement manquait à l'œuvre de Rodin. Vous reconnaissez donc à gauche ce buste colossal, on y revient encore, de Victor Hugo, tel qu'il a été exposé à Dresde en 1897 et acheté immédiatement par le musée de cette ville, ce qui est un acte extrêmement d'avant-garde, si on peut employer ce terme. Alors, au-delà de tout ce qu'on peut dire, bien entendu, il me semble que deux éléments rapprochent tout de même Rodin et Wild. Bon, d'une part, cette façon d'utiliser un élément d'une œuvre ou au contraire d'en priver celle-ci. Bon, l'un et l'autre, on réfléchit sur la figure partielle. Et puis, la dimension colossale, qu'on ne peut pas vraiment apprécier sur cet écran, mais le buste de Victor Hugo, vous le connaissez, puisque un autre exemplaire est exposé ici même au musée d'Orsay. Il est plus grand que nature. Et quant à l'oreille de Wild, vous pouvez la voir dans l'exposition. Alors, autre rapprochement autour du thème du torse, ce thème qui va être un des grands motifs de la sculpture au début du XXe siècle, et ceci d'une certaine façon sous l'influence de Rodin, qui est sans doute le premier à avoir refait du torse, donc élément partiel d'une figure, une œuvre à part entière. Alors là encore, je me suis amusée à quelques rapprochements, Rodin et Pina, qui est évidemment quelqu'un qui est nettement plus jeune que Rodin, il a 40 ans de moins que lui, mais qui a été fortement inspiré par lui. Et il me semble que dans ce torse d'adolescent, on peut voir une parenté assez étroite, à dire vrai, avec l'étude de torse pour Saint-Jean-Baptiste, qui est devenu ensuite le point de départ de L'homme qui marche. La parenté se voit notamment dans la façon de couper, de supprimer des membres. Alors, par contre, ce qui les diffère, c'est que côté Rodin, nous sommes dans une étude qui va être appelée à simplifier, alors que du côté de Pina, nous sommes plutôt du côté de la réduction, c'est-à-dire que c'est ce qui reste d'une figure de danseur à laquelle il travaillait donc autour de 1910. C'est également ce que l'on retrouve à droite sur l'écran, avec un torse de Rodin, le torse de la grande ombre, et un torse de Wild, le croisé. Alors moi aussi, mon accent italien est épouvantable, donc je préfère ne pas me ridiculiser. Donc le croisé, qui est un élément de l'homme qui se tait.
donc deux torses, alors cette fois-ci animés par un mouvement, une torsion assez forte, torsion qui nous renvoie à des grands modèles, le torse du Belvédère, le torse du personnage principal du Laocoon, des membres coupés dans les deux cas, et cette échancrure à la base du cou, qui s'explique en réalité par les techniques de la sculpture, mais qui néanmoins permet de les rapprocher. Alors, si on va un petit peu plus loin, comment est-ce que Rodin a été connu en Italie ? Au fond, lorsque l'on regarde un peu la situation, on s'aperçoit que jusqu'en 1900, pratiquement, Rodin est presque inconnu en Italie, même s'il a été invité dès la première biennale en 1895. Et si, en 1897, il a envoyé 5 œuvres, je crois. En fait, ce n'est qu'à partir de 1900 que son nom se répand, qu'il devient la figure omniprésente qu'il est aujourd'hui. Ceci à la suite de l'exposition personnelle qu'il organise à Paris en 1900, que voient un bon nombre d'Italiens, des sculpteurs, certes, mais aussi des critiques, Oietti, dont on a parlé tout à l'heure, Cena, Pica, etc., qui vont considérer qu'il renouvelle totalement les formes de la sculpture. Et le résultat, c'est qu'à la fin de l'année, donc, il est chaleureusement invité par les organisateurs de la Biennale à envoyer un ensemble d'œuvres importants à Venise. Et en 1901, la salle E de la Biennale lui est entièrement consacrée, et c'est la première exposition individuelle réservée à un artiste français dans le cadre de la Biennale. Rodin présente 19 sculptures qui sont dans l'ensemble des plâtres. Il y a également quelques bronzes, mais pas de marbre, malgré des demandes répétées de Fradeletto, qui est l'organisateur de la Biennale. Et cette présentation va susciter des discussions vives, parce que les uns, et je reviens un peu sur ce qui a été dit ce matin, les uns lui reprochent de détruire, enfin d'être trop du côté de l'impressionnisme justement, et de détruire ce qui est la forme, ce qui est l'essence même de la sculpture, et d'autres au contraire admirent énormément ce renouveau qu'il apporte à la sculpture et cette force, ce pouvoir d'expression qu'il donne aux formes. Alors, excusez-moi, j'ai fait une erreur dans la légende de cette image. Les bourgeois de Calais ont été exposés à la Biennale de 1901, et c'est en 1901 qu'ils ont été acquis par la ville de Venise, où ils se trouvent toujours aujourd'hui. Alors par la suite, Rodin continue à exposer régulièrement à la Biennale en 1903, 1905, 1907, 1912. Il envoie des œuvres. Donc à partir de là, il est pleinement reconnu en Italie et son influence s'étend assez largement sur toute une pléiade de sculpteurs qui sont nés grosso modo entre la fin des années 50, 60 et puis les années 80 qui vont de Trent Acoste, qui a passé une bonne partie de sa carrière à Paris et qui a été très influencé par Rodin, jusqu'à des gens, et nous terminerons par là, comme Boccioni. Donc cette influence se manifeste de diverses façons. Elle se manifeste justement dans cette recherche de la forme et du pouvoir d'expression que peut prendre la forme. Donc ce rapprochement n'a rien de très nouveau, le penseur et le Caïn de Trent Acoste. Mais je trouve plus intéressant de le rapprocher d'une figure comme cette humanité luttant contre le mal de Cellini, qui... est plus différent certes du penseur, mais on retient néanmoins cette espèce de repliement, de concentration de la forme sur elle-même, et ces signes très forts, comme les doigts, vous voyez, fortement agrippés l'un sur l'autre, qui montrent cette espèce de désespoir total, oui, dans lequel est plongé ce pauvre homme, qui m'a l'air, à vrai dire, fort mal en point. Un autre exemple à partir de L'homme qui tombe de Rodin, Homme qui tombe, qui est en fait une figure destinée à la porte de l'enfer dans laquelle il s'agrippe au linteau, qui va être modifié par Rodin au moment de 1900 justement, et vous voyez que les deux pieds maintenant sont fortement agrippés sur le sol, et c'est plutôt sous cette forme qu'il a une postérité en Italie, postérité dans laquelle il se mêle à une autre figure de Rodin qui est l'enfant prodigue. Et
l'œuvre de Martigny qui est là, après la catastrophe, conjugue justement ces deux sources en elle. Alors le cas de Martigny est un cas qui est intéressant. C'est un sculpteur, lui, qui est beaucoup plus jeune que Rodin. Il a pratiquement 40 ans de moins que lui. Il s'est élevé, en fait, contre Rodin. Il a critiqué ses œuvres. Il les a comparées, je cite, à des cailloux trempés dans un caramel qui prend alors une forme ronde et devient donc sympathique. Mais néanmoins, et nous allons le voir, à plusieurs reprises, on a le sentiment qu'il y a dans ses œuvres un souvenir ou un point de départ que l'on peut déceler dans l'œuvre de Rodin. Le lien entre eux se faisant cette fois probablement plutôt par l'intermédiaire de la photographie, qui a évidemment permis de diffuser plus largement les œuvres de Rodin. Un nouveau point de contact entre Martigny et Rodin, cette figure couchée, donc vous connaissez la martyre de Rodin bien entendu. On peut en trouver un écho dans cette figure destinée à la tombe de ce jeune homme, Hippolyte Niévès, qui est détruite aujourd'hui. Mais il faut néanmoins se poser la question de savoir quelle est la véritable source de ce genre de figure, parce que, en fait, Martigny, comme Rodin d'ailleurs, peut fort bien s'être inspiré plutôt de ce genre de figure hellénistique qu'il devait avoir, à la limite, presque plus facilement sous les yeux. Donc, je vous montre ceci pour vous rappeler qu'il faut toujours être tout de même prudent dans ces recherches de relations de parenté, car à cette époque, les images commencent à circuler beaucoup, les œuvres également, et à moins d'avoir un document précis établissant le lien entre deux œuvres, il me semble qu'il faut agir avec une certaine prudence. Je vais m'attarder un tout petit peu plus longtemps sur le cas d'Hugolin. Encore une figure, encore un groupe créé par Rodin en 1882 pour La Porte de l'Enfer, en relativement petite dimension, et que Rodin, comme pour beaucoup d'autres de ses œuvres d'ailleurs, pour lequel donc Rodin va envisager commencer un agrandissement après 1900. Alors l'agrandissement est un travail qui se fait élément par élément, figure par figure. On n'agrandit pas tout d'un seul coup, mais une fois donc que chacun de ces éléments est à la dimension voulue, il y a un travail de recomposition du groupe qui se fait dans l'atelier du sculpteur. Et c'est l'instant où nous sommes ici. Vous voyez que le groupe est encore formé d'éléments qui sont simplement juxtaposés, la dernière touche étant une sorte d'unification de l'ensemble. Et pour cette dernière touche, je vous renvoie au groupe qui est exposé ici même au musée d'Orsay, qui correspond donc à peu près à l'état de l'image que nous avons ici, mais unifié, si l'on peut dire, par un drapé qui vient asseoir en quelque sorte et unifier la composition. Alors cet Hugolin, il a été exposé en 1903 à la Biennale de Venise, mais c'est uniquement la figure d'Hugolin lui-même, sans les enfants, qui est montrée à la Biennale. Et probablement parce que c'était ce qui venait d'être agrandi et que Rodin avait donc envie de montrer. Cet Hugolin donc va faire le centre de la salle de la Biennale de 1903 et il a toute une postérité dans la sculpture italienne. Alors Rodin, de façon assez novatrice, avait choisi de représenter Hugolin au dernier jour de son agonie, donc au moment où, tenaillé par la faim, il n'a même plus la force de se tenir à la verticale, ce qui est tout de même le symbole ou le signe de la dignité humaine, et il tombe à quatre pattes. Et donc, dit Dante, je me mis alors, faisant parler Hugolin, je me mis alors, déjà aveugle, à me traîner sur chacun de mes enfants, les appelant pendant 2 jours après leur mort. Et puis, ce que la douleur ne put, la faim le put. Et vous connaissez la fin de l'histoire, Hugolin va en fait manger la chair de ses enfants morts, et c'est donc d'ailleurs pour cette raison qu'il est condamné à l'enfer. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est justement, en fait, dans cette postérité italienne, vont se mêler 2 choses. D'une part, ce côté sauvage, ce côté bestial, animal d'Hugolin, qui, comme une bête féroce, en fait, va manger, dévorer de la chair humaine. Mais à cela se mêle assez vite une deuxième influence rodinienne qui est ce que l'on retient souvent de Rodin, ce côté très voluptueux de la représentation féminine. Alors vous avez donc tout de suite en haut à gauche
la Lupa de Graziosi de 1912, qui est un petit peu, je dirais, intermédiaire entre les deux thèmes, puisque vous voyez que le personnage, qui est bien un personnage animal, hein, elle se déplace, on a le sentiment d'une chatte, par exemple, enfin, d'un animal quelconque qui avance à quatre pattes. Le personnage est déjà une femme, mais n'est pas vraiment féroce et n'est pas non plus, je trouve, vraiment voluptueuse. Et pour arriver à cela, il faut attendre Martini. Donc Martini qui s'est toujours défendu d'avoir subi de s'être intéressé à Rodin, mais dans l'œuvre duquel on décèle tout de même un certain nombre de points de contact. Et c'est Martini qui va jusqu'au bout de la démonstration, avec une œuvre dont le titre est très significatif, La Lupa Ferita, donc la louve blessée, ce qui ajoute encore un caractère peut-être plus sauvage à l'œuvre, et puis un côté féminin, alors beaucoup plus provoquant cette fois-ci, et dans lequel on retrouve encore une fois des éléments qui viennent de Rodin, ou peut-être d'autres d'ailleurs, mais notamment cette croupe, si on peut parler de cette façon, extrêmement rebondie, donc très voluptueuse, qui devient ce signe de la provocation que peut exercer le corps féminin. Et détail que je trouve également très intéressant, la taille de l'œuvre. Alors, je ne connais pas malheureusement les dimensions de la Lupa de Graziosi, mais vous voyez que celle de Martini a des dimensions, elles, beaucoup plus importantes, qui sont proches de celles de l'Ugolin de Rodin. Et puis un dernier petit clin d'œil à Wild, qui est tout de même celui qui rassemble aujourd'hui, en tout cas, les amateurs de la sculpture. Donc là, encore une fois, je reprends ce qu'a dit le professeur Jarassé. Cet autoportrait, ce masque, est une œuvre, bon, évidemment admirable, qu'on peut tirer dans des sens fort différents et dans laquelle on peut voir aussi une sorte de descendance de ce masque de Pierre de Vissant de Rodin. Pierre de Vissant, c'est l'un des bourgeois de Calais. C'est peut-être le plus douloureux des personnages de la série, et son visage donc porte l'empreinte de cette souffrance qui se marque en particulier dans les sourcils, dans les rides sur le front, et on peut voir au fond ce que Wild, qui ne s'en est pas forcément inspiré, mais le traitement de la douleur, d'une certaine façon, réutilise toujours un peu les mêmes éléments. Alors, autre élément intéressant de l'influence de Rodin, c'est bien sûr le travail du marbre, la façon dont Rodin fait émerger une forme humaine, elle assez soignée, assez travaillée, d'un bloc qui reste presque brut. Alors, les sculpteurs italiens du début du XXe siècle ont repris cette façon de travailler. Mais là encore, il faut être prudent. Je vous montre ici cette œuvre fort célèbre de Bistolfi. Bistolfi est relativement, enfin, et je crois d'ailleurs le plus jeune, plutôt le plus vieux, au contraire, de tous les artistes dont je vous ai parlé, puisque Bistolfi est né en 1859, donc il n'a que 19 ans de différence avec Rodin. C'est un peu tôt, finalement, pour qu'il ait véritablement subi son influence. Mais on est aussi, je dirais, à une période de l'histoire de la sculpture où ce traitement du marbre va finalement se diffuser assez largement, et beaucoup d'artistes vont le reprendre à leur compte, notamment sous l'influence du symbolisme. Ce qui peut rapprocher Bistolfi de Rodin, c'est aussi le sujet, donc la beauté qui se libère de la matière et qui peut nous faire penser à des thèmes traités par Rodin comme l'homme et sa pensée, etc., etc. En revanche, d'autres artistes un petit peu plus jeunes, eux, sont visiblement influencés par Rodin. Je vous ai rassemblé ici quelques images montrant tout ce contraste entre des corps féminins de nouveau voluptueux, quelquefois même provocants, dont le traitement est assez fini, assez poussé, et d'autant plus, je dirais, qu'il se détache sur un socle qui, lui, garde un côté brut. Un côté brut. Et ce contraste entre donc, ce corps soigné, ce corps féminin nu et une terrasse assez brutale ajoute encore au côté tout simplement voluptueux, tellement apprécié dans ce genre de marbre.
Alors peut-être plus intéressant, là aussi, cette façon de faire émerger le sujet du traitement du bloc lui-même. J'ai été frappée par le rapprochement que l'on pouvait faire entre ces trois œuvres. Donc vous reconnaissez évidemment à gauche la très célèbre Pensée de Camille Claudel, dont à vrai dire je suis un peu honteuse de ne pouvoir montrer ici qu'une photographie prise dans le cadre d'une exposition à Martigny, à la Fondation Giannatta. Au musée d'Orsay. Au milieu, le très beau, très impressionnant et lui très peu connu portrait de Gabritchevski, qui est un savant russe. Et le buste se trouve, enfin le buste, je ne sais pas si on peut appeler ça vraiment un buste, en tout cas l'œuvre se trouve au musée Pouchkine à Moscou et pour cette raison fait partie des choses qui ont été peu reproduites et peu montrées. Et puis donc cette œuvre de Carlo Fontana, Farinata degli Uberti. On connaît l'histoire de la pensée, la façon dont Rodin, qui avait fait venir le praticien, a été frappé du contraste opéré par la tête déjà totalement terminée et la base de l'œuvre qui, elle, était encore en attente de traitement, a déclaré qu'on n'y touchait plus, que ça suffisait comme ça, et y a vu, peut-être avec l'aide de ses amis écrivains, une image de la pensée émergeant de la matière et, au final, façonnant cette matière, donnant sens au monde. Avec le buste de Gabritchevski, on est un peu dans la même idée, dans la même direction. Ce visage de savant, donc ce visage d'intellectuel, qui vient dominer une masse de matière, elle aussi abrupte, comme s'il avait à l'organiser. Et Fontana lui-même va s'inscrire un peu dans cette série avec ce personnage Amicor, qui est en fait un des personnages historiques des luttes qui ont animé l'Italie au Moyen-Âge et que Dante rencontre dans sa visite de l'enfer et avec lequel d'ailleurs il converse assez longuement. Et Dante en fait une image de la rébellion mais aussi de la puissance. C'est un personnage auquel il accorde de l'importance et auquel il donne un traitement particulièrement, je ne sais pas très bien comment dire, mais traitement favorable. Ce n'est pas un damné qu'on piétine et qu'on oublie. Il fait partie de ces gens qui, peut-être par erreur, sont parmi les damnés, mais dont on doit reconnaître, en tout cas, la grandeur. Et Fontana réussit à nous donner un peu ce sentiment par la façon donc, dont le personnage, là encore, sort du bloc de marbre et semble le dominer. Donc, il me semble, si vous voulez, qu'à travers ces exemples un peu rapides, bien entendu, on a le sentiment qu'une influence de Rodin s'est étendue sur cette sculpture italienne du début du XXe siècle, donc grosso modo avant la guerre de 14. Mais encore une fois, n'oubliez pas les précautions nécessaires. Les influences ont parfois des chemins compliqués. Les allers-retours sont nombreux et il est prudent de ne pas affirmer trop vite. Mais je voudrais terminer sur le dernier séjour de Rodin à Rome. Donc Rodin revient à Rome à la fin de 1913, début 1914, pour voir l'installation de l'homme qui marche dans la cour du palais Farnèse. Moment qui a certainement été pour lui peut-être l'apogée de sa carrière. Donc cette œuvre qui résume en quelque sorte tout son travail, installé donc au cœur de Rome, proximité de Michel-Ange, de l'Antique, donc tout ce qu'il avait tellement admiré tout au long de sa vie. Alors installation qui en même temps n'a jamais été jusqu'à son entier achèvement, puisque l'œuvre a été placée sur un socle en planche qui n'était même pas aux bonnes dimensions, comme vous le voyez sur la diapositive de droite, et assez vite après la Première Guerre, on a jugé qu'elle était encombrante, pas adaptée à cette cour, et l'homme qui marche, qui est donc ce bronze particulièrement insigne, étant donné son histoire, a été envoyé au musée de Lyon, d'où il a gagné d'ailleurs le musée d'Orsay lors de l'ouverture de celui-ci. Avant d'être installé dans la cour du Palais Farnèse, l'homme qui marche avait été exposé dans le cadre de l'exposition internationale de Rome de 1911 et où il avait été vu évidemment par de très nombreux visiteurs, des artistes en particulier. Et je ne suis pas la première à dire qu'il y a un rapport évident entre cet homme qui marche et les formes uniques de continuité dans l'espace de Boccioni. Alors,
on sait que Boccioni, dans sa jeunesse, avait admiré beaucoup Rodin. Il existe une lettre de Carlo Carra à Severini de 1914 dans laquelle il le dit de façon très explicite. Bon, mais en même temps, en 1914, le mouvement futuriste dont nous avons déjà parlé s'est développé, les manifestes ont été publiés, et il est évident que pour un jeune artiste qui se place plutôt du côté de l'avant-garde comme Boccioni, il est impossible d'affirmer une admiration pour Rodin qui est arrangée, au contraire, du côté des vieilles gloires, des gloires totalement dépassées. Pour lui, Rodin est le représentant d'un art marqué par le symbolisme et comme les autres futuristes, Boccioni s'oppose aux nus, aux références aux artistes précédents, aux matériaux traditionnels, le bronze, le marbre, etc., au sujet, toutes choses que Rodin a en fait continué à pratiquer tout au long de sa vie. Mais si l'on regarde les choses un peu plus en détail, si l'on se souvient que Rodin avait publié toute cette série d'entretiens avec Paul Gzell en 1911, qui est un texte qui a énormément circulé, été très vite traduit dans différentes langues. On voit qu'en réalité, les choses là non plus ne sont pas si claires que ça, et que Boccioni reprend à son compte un certain nombre des principes énoncés par Rodin. Et je vais terminer en vous citant Boccioni d'abord et Rodin ensuite, et je vous laisserai donc juger par vous-même si on peut finalement trancher plutôt en faveur d'une influence de Rodin sur Boccioni ou au contraire, comme celui-ci a cherché à le faire croire, d'un rejet total. Alors Boccioni, donc, qui utilise, alors il faut bien le dire, des moyens qui sont différents de ceux de Rodin. Bon, certes, ce sont des figures masculines qui se déplacent, mais Boccioni, lui, vient après le nu descendant l'escalier de Marcel Duchamp, toutes les recherches sur la photographie, etc. Donc, bien sûr, du point de vue formel, il y a une différence entre les deux. Mais là, je me situe plutôt du point de vue des intentions, du point de vue de la recherche artistique elle-même, et c'est là qu'il me semble que leurs buts doivent être rapprochés. Donc Boccioni ne veut pas représenter, je cite, un instant fixé du dynamisme universel, mais la sensation dynamique elle-même. Et il fait remarquer qu'en raison de la persistance de l'image dans la rétine, je cite de nouveau, les objets en mouvement se multiplient, se déforment en se poursuivant, comme des vibrations précipitées dans l'espace qu'il parcourt. C'est ainsi qu'un cheval courant n'a pas 4 pattes, mais il en a 20, et leurs mouvements sont triangulaires. Et Rodin, lui, dans l'art, donc quelques mois auparavant, avait dit « Mon homme qui marche, ce n'est pas en lui-même qui l'intéresse, mais bien plutôt par la pensée de l'étape qu'il a franchie et de celle qu'il doit parcourir. Cet art qui volontairement dépasse par la suggestion le personnage sculpté et le rend solidaire d'un ensemble que l'imagination recompose de proche en proche, c'est, je crois, une innovation féconde. » Je vous remercie.